Voilà, bienvenue à tous. Pour ceux qui sont déjà venus dans cette chapelle, c'est une chapelle historique qui était au cœur de l'ancien hôpital, l'hôpital des Bourgeois de la ville de Sion. Il y a eu plusieurs vocations. Il a été construit hors des remparts de la ville, puisque ça s'arrêtait juste à la place du Midi. Et puis depuis quelques années, cette honorable maison abrite l'espace création, qui est un espace d'incubation pour des nouvelles entreprises, qui a l'occasion d'accueillir des conférences comme ce soir, et puis qui accueille à ce jour 18 entreprises, plus un espace de coworking, plus un Fab Lab et différentes choses que j'aurai l'occasion de vous présenter lors de l'apéritif. Avec un grand plaisir qu'on accueille ce soir la conférence du professeur Ansermet, à l'occasion de l'ouverture de l'année académique, aussi l'occasion de tisser des ponts peut-être entre Bramois et le centre-ville de Sion pour que vous sachiez simplement que cette maison existe. Alors, bienvenue à tous. Je repasse la parole tout de suite à Monsieur Jaffé qui introduira la conférence beaucoup mieux que je ne pouvais le faire. Merci beaucoup de l'accueil. Alors, effectivement, ce soir, on essaie de construire des ponts entre Sion et Bramois, mais également avec Genève, puisque cette rentrée académique est celle du Centre interfacultaire en droit de l'enfant et son master interdisciplinaire en droit de l'enfant. Et nous fêtons les 10 ans de cette formation, et on s'est dit que nous allions fêter, célébrer, se réjouir d'entendre le professeur Ansermet dans quelques instants. Mais avant tout, j'aimerais, au nom de l'Université de Genève, et je vais pas me mettre à la place du rectorat, mais disons du recteur, mais au nom du rectorat qui est à l'origine de ces grandes conférences annuelles ou pluriannuelles à Sion et en Valais, je voudrais donc vous accueillir et vous souhaiter une bonne soirée, et surtout que vos neurones soient bien stimulés, mais je suis certain que ça sera le cas. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole. Donc, vous avez compris, en fait, les 10 ans du master interdisciplinaire en droit de l'enfant. Et au fil de l'après-midi, nous avons recueilli des témoignages d'étudiants qui sont passés entre les mailles des professeurs de l'Université de Genève à Bramois. Et le dernier étudiant sacrifié à l'autel sera Daniel de Souza, qui est qui a été qui a réalisé la volée 2013-2015, donc c'est plutôt récent. Daniel est médecin, c'est le seul médecin qui est passé par notre formation à ma connaissance, et qui plus est psychiatre, et donc il fera de l'un tout à l'heure avec la conférence de François Ansermet. Daniel, est-ce que je te passe la parole tout de suite et Daniel va parler de son parcours et son lien avec le MID, et après on enchaînera avec la conférence de François Ansermet. Voilà, bonsoir à tous. Mesdames, Messieurs, je suis très honoré d'être parmi vous et en face de vous ce soir. Comme l'a dit Philippe, je suis pédopsychiatre en formation et également un ancien élève du master interdisciplinaire en droit de l'enfant que j'ai terminé en 2015. En quelques mots, je vous propose ce soir de faire un parallèle avec la conférence de tout à l'heure et j'intitulerai ma brève présentation par « Faire un pédopsychiatre demain ». Alors, si vous voulez bien, ce qui est particulier dans mon parcours, c'est que j'ai essayé de construire une singularité et une hybridation dans mon parcours. Et puis c'est ça aujourd'hui que j'aimerais partager avec vous. Dans un premier temps, vous expliquer un peu les raisons de ce choix avant d'arriver à une expérience qui est plus pratique. Alors, les raisons, il y en a 3 essentiellement, et puis je vais m'appuyer sur des exemples de mon parcours de vie. Le premier exemple, et c'est à travers une question que je vais y répondre, c'est pourquoi est-ce que j'ai choisi les enfants? La deuxième question, c'est pourquoi est-ce que j'ai choisi la pédopsychiatrie? Et puis la dernière, c'est pourquoi est-ce que j'ai choisi un master interdisciplinaire en droit de l'enfant? Alors, pourquoi avoir choisi les enfants? Alors moi, j'ai des origines indiennes. Je suis né à Sion, de parents qui ont quitté l'Inde il y a longtemps de cela. Et puis quand j'étais très petit, on a fait un premier voyage en famille. Ce voyage m'a conduit à visiter un hôpital public en Inde où ma cousine faisait un stage de pédiatrie.
Et j'ai été sensibilisé très tôt à la souffrance. Imaginez-vous, il y a 25 ans, comment c'était dans les hôpitaux, avoir des enfants orphelins avec peu de moyens, peu de soins. Et j'en ai décidé de faire ma vocation. Pourquoi avoir choisi la pédopsychiatrie? Jeune médecin assistant, j'ai fait des choix, je me suis dit ce sont les enfants, j'ai fait un peu d'urgence pédiatrique, j'ai postulé à Genève en chirurgie pédiatrique, j'ai été pris, mais j'ai pas été convaincu. J'ai pris un temps de réflexion et je me suis dit que la pédopsychiatrie, ce serait la plateforme idéale pour pouvoir exprimer cette vocation. Et c'est ainsi que je me suis lancé en pédopsychiatrie. Pourquoi avoir choisi un master interdisciplinaire en droit de l'enfant? Ayant débuté ma clinique en pédopsychiatrie, ma pratique clinique en pédopsychiatrie, j'ai rapidement été confronté à des situations complexes où je ne comprenais pas tout, était mêlé de la clinique, du juridique, des questions éthiques. J'ai fait quelques recherches et puis après quelques semaines, j'ai trouvé ce master interdisciplinaire en droit de l'enfant qui m'a paru assez concret. Convaincu, il m'a fallu convaincre. Et c'est là que, après quelques échanges avec Philippe, il a été rapidement convaincu. Je crois que ça a été le premier à être convaincu, et puis d'autres ne l'ont pas réellement été, mais c'est pas grave. Somme toute, le résultat est là. J'ai donc arrêté la clinique pour me consacrer pleinement à cette formation. Et puis c'est là où j'en viens à la partie concrète. La partie concrète a très rapidement été enrichissante et encourageante. Avec l'aide de Jean Zermatan ici présent, j'ai pu participer à un stage au sein des Nations Unies à Genève, au sein d'UNICEF. J'ai pu assister à des pré-sessions, des sessions du Comité des droits de l'enfant. J'ai participé à des consultations thématiques avec le rapporteur spécial aux droits de la santé. J'ai également été chargé de représenter UNICEF au Conseil des droits de l'homme. Tout ça en tant qu'étudiant. J'ai été très motivé, gonflé à bloc, je suis retourné en clinique. Pas seulement gonflé à bloc, mais n'ayant plus de ressources financières. Et je suis retourné à Genève. Et là, malgré toute ma bonne volonté, je me suis heurté à des gens qui n'étaient pas convaincus. Dans la clinique, malgré ses compétences interdisciplinaires, ça a été compliqué. Donc j'ai dû quitter Genève pour revenir sur le canton de Vaud et du Valais, où j'ai trouvé une consultation où il y avait de l'expérience avec de la clinique, avec les droits de l'enfant. Cette consultation m'a permis de poursuivre mon apprentissage en tant que médecin, mais également de pouvoir exprimer les compétences acquises en droit de l'enfant. Puis, finalement, médecin assistant, je suis passé chef de clinique, et là encore, on m'a proposé, j'ai eu la possibilité d'obtenir un poste. J'officie actuellement à Sierre, en unité pédopsychiatrique hospitalière, où mon employeur a été convaincu de cette double compétence. Et là, c'est un enrichissement clinique, juridique, éthique. Toute cette palette me permet de faire face à des situations extrêmement complexes, à gérer des réseaux, à garder le patient au centre de la prise en charge. Ça, c'est au niveau clinique où je peux aujourd'hui exprimer toutes ces compétences. Et puis finalement, à titre personnel, j'ai été amené à signaler une situation d'un mineur en danger auprès d'une autorité en Valais. Ce signalement m'a également permis après coup, de collaborer avec des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte en Valais, où j'officie dans 6 d'entre elles comme médecin assesseur. Donc j'amène des compétences spécialisées dans le juridique. Voilà un petit peu mon parcours et où j'en suis aujourd'hui. Pour conclure, et pour faire un parallèle avec la conférence qui va suivre, moi je pense que de la même façon qu'il y a des nouvelles formes de coparentalité, que en pédopsychiatrie et dans le domaine professionnel, on doit imaginer des nouvelles formes de professionnalisme. Et moi, j'espère aujourd'hui vous avoir montré que je suis un enfant, un embryon ou un enfant de la pédopsychiatrie de demain. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Daniel de ce témoignage, et il y a un thème récurrent qui est déjà ressorti dans plusieurs témoignages cet après-midi. Il faut se frayer un chemin avec ce champ interdisciplinaire, et pas tous les milieux professionnels sont d'emblée convaincus, mais nous avons des fortes têtes qui obtiennent ce master, donc on n'a aucun souci pour l'avenir de ce champ interdisciplinaire. Donc on a fait le pédopsychiatre de demain, on va retourner un peu en arrière, on va remonter dans le temps et on va faire l'enfant de demain. L'occasion donc de présenter en 3 phrases François Ansermet, qui n'a d'ailleurs pas beaucoup besoin d'être présenté. François est professeur honoraire de l'Université de Lausanne, professeur honoraire de l'Université de Genève, il a été chef du département de psychiatrie de l'Université de Genève et chef de service du service d'enfance, de psychiatrie, pédopsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence. Un long titre, mais ça vous donne un peu son champ de spécialisation. Et puis, au cours de sa carrière, il s'est intéressé à plein de trucs et plein de domaines, le trauma, la mémoire, les procréations médicalement assistées, et évidemment tout le champ de la pédopsychiatrie qu'il a donc dirigé avec tout ce que ça comporte comme particularité chez un nombre incalculable d'enfants que son service a suivi à Genève. Et j'ajouterai, avant de lui passer le micro, il a toujours été un fidèle ami de l'Institut international des droits de l'enfant, mais également du Centre interdisciplinaire en droits de l'enfant. Il est venu fréquemment nous prêter main forte pour des formations, et on est particulièrement honoré, et le rectorat de l'Université de Genève également, que tu aies trouvé un moment dans ton agenda de retraité tout relatif pour venir jusqu'à Sion avant d'aller à Paris et Dieu sait où après. Voilà. Bon, alors... Voilà, merci beaucoup pour ces présentations. Je suis touché qu'il y ait toute une généalogie devant moi, enfin déjà procréée, quoi, si on voit les choses, hein, avec Jean Zermatten avec qui j'ai des dialogues depuis longtemps et qui sont très importants, qui ont été très importants pour moi par rapport à la question des droits de l'enfant, qui est pour moi au centre de la préoccupation de la psychiatrie d'enfants et d'adolescents aujourd'hui. Et effectivement, c'est un champ, on peut se demander s'il y a des résistances, d'où viennent ces résistances, hein, qu'est-ce que c'est ces résistances à quelque chose qui est le problème majeur de la planète aujourd'hui, quoi. Les droits de l'enfant et l'enfance qui construit le monde de demain, puisque j'ai mis comme titre « Faire un enfant demain », c'est aussi être enfant demain. Et est-ce que on pourra être enfant demain dans le monde tel qu'il évolue? Après Philippe Jaffé, qui est là à côté de Jean Zermatten, qui lui a succédé dans plein de fonctions et avec qui aussi nous avons des échanges de longue date, aussi la dimension académique du passage des droits de l'enfant à l'Université de Genève, qui a été des étapes marquantes de la prise de responsabilité de l'université aussi par rapport à ce champ. Et puis maintenant, le docteur De Souza, qui vient de faire un exposé, qui a décrit son enthousiasme et des difficultés, il me dira plus tard, après la conférence, quelles sont ces difficultés. Je pense que il y a des résistances. Il y a des résistances à la clinique, il y a des résistances à la psychanalyse. J'ai une formation psychanalytique. En ce moment, je suis au comité d'éthique. Je dois partir demain pour une séance spécifique du comité d'éthique sur les procréations médicalement assistées à Paris, le CCNE, Comité consultatif national d'éthique. Pour ceux qui lisent la presse française, enfin, le mariage pour tous a débouché sur la question de la procréation pour tous. Et c'est un des thèmes du comité d'éthique qui soulève aussi d'importantes résistances, comme les problématiques de la génomique, des embryons, l'intelligence artificielle et autres. Donc là, je parle de ça dans une atmosphère qui me laisse mal à l'aise, quoi. Je dois avouer, parce que quand je dis ça touche l'intime, hein, c'est-à-dire la question de la fabrication des enfants, mais ça touche des grandes prises de position collectives.
y compris des systèmes religieux, y compris de l'Église, avec aussi des résistances et des ouvertures, enfin des renversements, des changements qui sont peut-être en cours et dont on n'a peut-être pas encore la vision. Hein. C'est-à-dire, on se dit, voilà, les choses changent et quand on comprend pas ce qui est en train de se passer, on dit c'est une crise dans la société. Mais peut-être le fait que le curseur du symbolique, que le symbolique court plus vite que nous, et qu'on n'est pas capable de le lire, ne veut pas dire que c'est une crise. Il faut peut-être un peu se dire aussi qu'il y a des résistances dans la société au nouveau, et que ce nouveau existe, et que l'enfance nous regarde. Parce que peut-être bientôt, quand on donnera une conférence comme celle-là, il y aura une partie de la salle qui aura été conçue par des biotechnologies et que finalement on peut pas parler sur l'autre comme si on avait un savoir par rapport à ce qui lui arrive. C'est peut-être les gens qui parlent depuis cette pratique et depuis le fait d'en être issus qui auront plus de choses à nous dire. Donc l'enfance nous regarde, peut-être qu'on peut mettre comme ça. Ici c'est un lieu religieux qui ne l'est plus strictement, mais quand même qui ressemble à quelque chose comme ça. En plus, Jean Zermatten m'a dit que c'était autrefois un hôpital, une pouponnière, enfin un lieu pour l'enfance. Donc ici, il y a aussi des individus qui ont souffert, qui ont été soignés, qui ont été accueillis et qui sont tombés dans le monde par le fait d'une procréation plus ou moins hasardeuse, plus ou moins calculée, plus ou moins prévue, et puis qui ont été accueillis dans ce lieu. Donc moi, ça me touche en exergue, après je vais quand même faire ma conférence, mais ça me touche d'imaginer être dans un lieu qui mêle à la fois l'université, le droit des enfants, une dimension quand même spirituelle et une histoire d'accueil de l'enfance en souffrance. Et c'est un peu dans cette perspective que j'aimerais parler des défis de la procréation médicalement assistée, des défis des biotechnologies par rapport au fait de comment va-t-on faire un enfant demain. Alors, les biotechnologies de la procréation, on en parle beaucoup, suivant les régimes, suivant les pays, suivant, voilà, des fois pour les interdire, des fois pour les faciliter. C'est des nouveaux modes de procréation. Donc, peut-être une petite remarque liminaire encore, rien de catastrophique. Il s'agit de créer de la vie. Et de créer de la vie dans un monde qui crée de la mort, des guerres, des luttes, des racismes, des ségrégations. Peut-être qu'il n'y a pas un sujet, enfin il y a d'autres, c'est une chose importante de savoir que c'est la vie est en jeu. Alors, est-ce que c'est vraiment nouveau? Est-ce que c'est vraiment nouveau ces biotechnologies de la procréation? Peut-être une question que je mets en exergue de mon exposé. Alors, effectivement, il y a des mythes et il y a des religions. Et bien avant les procréations médicalement assistées, il y avait des procréations divinement assistées. Et que tout ça se situait bien au-delà du biologique. Je prends juste un extrait qui va bien dans ce décor, de la légende dorée de Jacques de Voragine à l'époque de la Renaissance. Jacques de Voragine, c'est celui qui a porté l'inspiration des peintres du Quattrocento. Et que Jacques de Voragine nous dit Dieu peut créer l'homme de 4 façons. Donc je vous rappelle juste ces propos de circonstances dans un tel lieu. Alors, sans l'homme ni la femme, comme il le fit pour Adam, par l'homme sans femme, comme il le fit pour Ève, là je mets une représentation sur les portes du baptistère à Florence, de Ghiberti, n'est-ce pas, qui est une magnifique extraction d'Ève à côté d'Adam, de la côte d'Adam. Également, par la femme sans l'homme, comme ça s'est fait miraculeusement par l'Annonciation. Vous voyez, là, voilà, on prend note
de cette divine procréation, du Verbe qui se fait chair. Et avec Dante Alighieri, Dante dans la Divine Comédie, le Paradis, chant 33, n'est-ce pas? Ô Vierge Mère, fille de ton Fils. Je fais remarquer que on n'est pas encore arrivé à faire ça dans les biotechnologies de la procréation. Une Vierge Mère qui est fille de son Fils. Donc finalement, on s'affole peut-être, on parle de ces nouvelles technologies, mais on est peut-être bien en deçà de tout ce que l'imagination des humains a pu construire sur le mystère de l'origine, sur le mystère d'être au monde. Alors voilà la liste de la légende dorée. Je mets le 1, 2, 3, 4, le quatrième mode qui est quand même contenu dans ce texte qui inspire les peintres qui ont voulu entrer dans la peinture sacrée, par l'homme et la femme selon la manière commune. Bon, c'est une expression particulière. Donc, voyez, sans l'homme ni la femme comme pour Adam, par l'homme sans femme comme pour Ève, par la femme sans homme, et puis par l'homme et la femme sur la manière commune. Donc, il y a beaucoup de façons d'avoir essayé de saisir quelque chose au mystère de la procréation, de la génération de la vie et de la fabrication des enfants. Il y a aussi des mythes. Alors bon, donc vous comprenez que je rêve de faire une sorte d'anthologie, d'une encyclopédie de tous les modes de procréation, et que quand on donnera des rapports, comme la semaine prochaine où je serai à la conférence de presse du comité d'éthique à faire un petit discours sur la procréation médicalement assistée au niveau de l'État français, si je récitais les modes religieux et les modes dans les mythologies de fabrication des enfants, je crois que les gens seraient assez bouleversés. Alors j'ai juste mis là, pour rappel, Athéna qui sort toute armée de la tête de Jupiter, ça non plus, on n'est pas encore vraiment tout à fait au point. Et puis Dionysos, n'est-ce pas? De temps en temps, j'ai des petits-enfants, les enfants de ma fille Aurélia, qui viennent, et j'ai décidé, plutôt qu'ils regardent des petites vidéos sur leur téléphone, de leur lire la mythologie. Et je dois dire que c'est un exercice assez... J'ai pris Vernant, qui a fait un texte qui était d'ailleurs issu de ses récits à ses petits-enfants, le Vernant, le grand prof au Collège de France, spécialiste de mythologie, mais au fond, par moments, je censure, je dois dire que c'est compliqué d'expliquer tout ça, n'est-ce pas, même la séparation de Gaïa et d'Uranos avec la castration par Cronos d'Uranos qui tombe dans la mer et que sort depuis ce pénis dans la mer Aphrodite dans l'écume, vous voyez, c'est tout ça pour dormir. Donc vous dites, mais ça c'est un truc, il y a un problème là, donc j'essaye de... Voilà, je dis, il y a une partie d'Uranos qui a été coupée par Cronos, et le petit Roméo me dit, mais quelle partie? Alors je dis, bah écoute, on verra ça demain soir, la prochaine fois que tu viens dormir chez nous. Voilà, donc en fait, et alors là il y a Dionysos aussi, que je vous rappelle, qui est né 2 fois du ventre de Sémélé, du ventre d'une femme, et puis de la cuisse de Jupiter. Et que ça a très bien plu à Roméo et Eva, qui ont dit, ah oui, hier soir grand-père nous a lu, il y a un enfant qui est né Dionysos, ça veut dire né 2 fois, voilà, du ventre de Sémélé plus de la cuisse de Jupiter. La cuisse de Jupiter, ça aussi, vous voyez, il y a bien d'autres mythes d'origine. Donc finalement, qu'est-ce que c'est ces soi-disant biotechnologies qui nous bouleversent l'esprit, quoi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment des mondes nouveaux de la procréation? Je pourrais terminer là. En disant, on fait bien peu de choses par rapport à tout ce qui a été imaginé sous la voûte céleste. Ce qui n'empêche que le monde de la procréation change plus vite que notre capacité à le suivre. J'ai mis là, mais enfin c'est suivre. On a de la peine à suivre. Et peut-être que à peine ai-je prononcé certaines choses ici que déjà une nouvelle technologie voit le jour, et que on est vraiment à une époque d'une certaine révolution dans le maniement du vivant pour la fabrication du vivant. Et qu'on peut se demander comment on naîtra demain. C'est effectivement
qu'est-ce qu'il en sera, quoi, de la naissance demain. J'en parlerai tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une certaine technologisation de la procréation, une médicalisation de la procréation, que peut-être c'est plus que sur quelques montagnes suisses qu'on se mettra à des pratiques ancestrales, d'un mystère qui a été transmis sans être jamais expliqué pour fabriquer des enfants, mais que la plupart des gens seront raisonnables et laisseront aux facultés de médecine la procréation en sélectionnant le spermatozoïde, l'ovule et en mettant aussi cet enfant dans les meilleures conditions possibles de gestation. Je fais ça, mais c'est comme les parents de Bienvenue à Gattaca, qui était un film extraordinaire des années juste avant l'an 2000, je crois que c'est 99, et les parents qui allaient chez le généticien pour imaginer procréer, le généticien expliquait, oui, j'ai sélectionné un enfant avec, le généticien était chauve d'ailleurs, en disant, j'ai enlevé certains facteurs de risque, dont la calvitie, tout ça, il y avait un côté humoristique, l'enfant aîné était là et jouait avec une molécule d'ADN en plastique, et voilà, puis les parents sidérés, parce que le type leur montre la procréation, leur montre le choix qui a été fait, etc. Et les parents sidérés disent, oui, mais est-ce qu'il peut pas y avoir une toute petite place pour le hasard encore dans la procréation? Alors, les biotechnologies laissent perplexes. Ça, je crois que c'est important de dire qu'il y a une certaine perplexité par rapport à l'impact des biotechnologies. Et ça, c'est un glissement que j'aimerais juste souligner, parce qu'au fond, on pourrait avoir une vision romantique de la science, où on dit, la science fait des avancées, elle débouche sur des technologies qui permettent des traitements nouveaux. Or, aujourd'hui, on a des technologies qui opèrent sur le monde, et on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir des techniques qui opèrent sur la réalité sans qu'on sache quel est le produit de quelle est cette nouvelle réalité. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des démarches technologiques qui aboutissent à du non-savoir. En résulte un monde fabriqué, un monde inventé, un monde inédit, un monde nouveau dont on ne sait pas ce qu'il est. Pour moi, c'est très impressionnant, parce que comme j'ai fait mes études à une époque où cette séquence, développer de la recherche, aboutir à des nouvelles technologies, aller vers des nouveaux traitements, le fait que maintenant on puisse utiliser des traitements en disant mais on ne sait pas ce que ça veut dire, ça crée quand même une nouveauté tout à fait inédite, qui implique d'ailleurs des recherches sur ce qu'on produit par ces démarches, des recherches multidisciplinaires, comme d'ailleurs l'Institut des droits de l'enfant fonctionne, c'est-à-dire de s'occuper des sciences humaines. Certaines de ces dimensions dont je vais vous parler sont amenées comme en urgence dans les comités d'éthique ou chez les psychiatres, chez les psychanalystes, pour essayer de comprendre mais de quoi il s'agit. C'est pour ça que, en général, on reporte les questions issues des avancées des technologies au comité d'éthique. Et les comités d'éthique, c'est des observatoires de la perplexité contemporaine. C'est comme ça que je les appelle. C'est-à-dire, si vous voulez comprendre face à quoi le monde est perplexe par les avancées de la science et de la biologie, parce que le comité d'éthique en France se consacre aux sciences et aux technologies du vivant, enfin sur le vivant, sur la médecine et le vivant, mais on voit toutes les perplexités qui sont issues de ces nouvelles techniques, et aussi de l'angoisse, c'est-à-dire aussi des observatoires de l'angoisse. D'un côté, c'est perplexité, c'est de l'angoisse. On pourrait dire un observatoire de ce qu'on peut pas se représenter. Pour ça que c'est très étonnant d'être dans un comité d'éthique. On voit, au fond, on amène des questions de ce qui est irreprésentable. Alors, face à l'irreprésentable, face à ce qui angoisse, face à ce qui rend perplexe, il y a deux types de réactions. Les technoprophètes qui disent voilà un monde nouveau, on pourra se soulager des maladies, on pourra procréer même quand on est infertile, on pourra sélectionner des enfants qui vont pas souffrir de certaines maladies, etc., et qui nous promettent un monde meilleur, et de l'autre côté, qui sont
très fréquents les biocatastrophistes, en disant si on touche à la nature, on touche à la loi, et avec une idée d'une superposition entre la loi naturelle et la loi morale, qui est très présente dans ces débats de comités d'éthique. C'est avec l'idée qu'on transgresse la nature en opérant sur ces dimensions. Donc l'enjeu pour le clinicien, que je suis comme le collègue de Souza, clinicien, psychiatre d'enfants et d'adolescents, psychanalyste, l'enjeu pour le clinicien, c'est d'être à la hauteur du temps qu'on vit. Pour moi, c'est important, c'est une position éthique, personnelle en clinique que j'ai toujours eue, c'est-à-dire de ne pas être pris par une tentation conservatrice et de dire on peut pas maudire son époque, on peut pas maudire le temps qu'on vit, et qu'au fond on doit plutôt regarder vers l'avenir que s'accrocher au passé. Peut-être mieux, il y a l'incertitude de l'avenir et la tyrannie du passé. Il faut arriver à se situer dans ces deux dimensions. Et effectivement, une des caractéristiques, c'est effectivement l'incidence des technologies sur la procréation, et vous verrez aussi sur la question de la prédiction. Donc, les nouveaux modes de procréation médicalement assistée, du type fécondation in vitro, injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, conservation des ovocytes, diagnostic préimplantatoire, diagnostic préconceptionnel, toutes ces démarches, procréation posthume, lever ou pas de l'anonymat de donneur de sperme, effectivement, toutes ces nouvelles technologies surprennent, dérangent, étonnent, bousculent, produisent ce que j'appelle un vertige. Vertige, je trouve que c'est un très bon terme. Surtout si on est à Sion et qu'on quitte Sion et qu'on monte dans certains lieux, n'est-ce pas, on fait l'expérience du vertige. En tout cas, bon, si on vient du lac, on fait l'expérience du vertige. Mais enfin, dans le lac, on peut aussi avoir le vertige de la profondeur. Et puis, même dans des pays très plats, on peut avoir le vertige horizontal. Qu'est-ce que ça comme caractéristique? Le vertige, c'est que ça angoisse, mais que ça angoisse aussi parce que ça attire. Et qu'il y a une dimension de fascination, il y a une attirance. C'est-à-dire que ces deux dimensions sont présentes dans le vertige. Il y a une certaine fascination. Et d'ailleurs, les médias arrivent toujours à vous trouver un cas de procréation médicalement assistée ahurissant. C'est toujours des transgenres qui ont procréé avec un sperme modifié d'évêques combiné avec un ovule de top modèle. Enfin, c'est ça la littérature médiatique, parce que ça excite, quoi. Ça excite, ça touche à l'origine, ça touche à la sexualité, voilà. Alors, d'où vient le vertige? Je vais vous décliner les sources du vertige. Il y a le vertige de l'origine, c'est-à-dire que je vais mettre en jeu le vertige de la différence, la place de la différence des sexes dans la procréation, et le vertige de la prédiction. Vertige de l'origine. Alors, rappelons, juste pour que vous puissiez régler votre écoute à ce que je vous présente, que le monde de l'origine, symbolique, imaginaire, de l'origine, est différent du monde de la sexualité, est différent du monde imaginaire, symbolique, subjectif de la procréation, est différent du monde de la gestation, la grossesse, est différent du monde de la naissance, et de tout ce qui entoure la naissance, et est différent de la généalogie, de la filiation. Or, le problème, c'est qu'on vit dans une ère de paradigme très biologique, et qu'on a tendance à dire origine égale sexualité égale procréation égale gestation égale naissance égale généalogie, à tout aligner, alors que c'est des mondes disjoints. Et que peut-être le plus irreprésentable de cette série, c'est la procréation. Quand a lieu la procréation? L'instant de la procréation, l'instant de la création de la vie. Même les biologistes qui travaillent dans des centres de procréation médicalement assistée sont très perplexes sur l'émergence de la vie, c'est-à-dire on combine des cellules et puis à un moment, pof, ça vient à se multiplier, d'où vient cette étincelle de vie
il y a quelque chose qui laisse beaucoup dans une grande perplexité et qui pose la question fondamentale sur laquelle tout le monde bute, y compris les biologistes de la procréation, y compris les médecins de la reproduction, c'est-à-dire d'où viennent les enfants? D'où viennent les enfants? Freud disait c'est la question impossible par excellence. Alors on me dirait, bon, cause toujours, d'où viennent les enfants quand même, on va pas faire tout un plat là-dessus, on sait quand même d'où viennent les enfants. Mais non, d'où viennent les enfants, c'est les questions des enfants qui sont impossibles à résoudre. Les questions d'où viennent les enfants. C'est-à-dire, par exemple, pourquoi suis-je moi et pas quelqu'un d'autre? Qui peut répondre à cette question? Pourquoi ici plutôt qu'ailleurs? C'est tellement vertigineux, l'origine, qu'on finit par se prendre pour un valaisan, enfin, vous voyez? C'est-à-dire, comme on n'a rien compris à tout ça, et que on s'est dit, mais non, mais oui, et puis, distinguer des Vaudois, des Fribourgeois, etc. Pourquoi maintenant et pas à un autre temps? Vous voyez, ici, c'était une pouponnière. Ben, effectivement, peut-être, pourquoi on est là, en train d'écouter un prof de Genève, honoraire, qui vous parle de la procréation, d'avoir été un bébé dans ce lieu d'accueil. Je cite tout le temps une petite fille, pour ceux qui ont déjà entendu un cours ou un exposé, qui m'a fasciné, n'est-ce pas? Sa mère est enceinte. Ça arrive. Et puis, c'est le petit déjeuner. La mère prend du miel et puis fait une tartine pour sa petite fille. Et sa petite fille qui a 8 ans. Et bon, elle fait sa tartine et puis la petite fille lui dit, oui, mais c'est quoi ça? La mère dit, ben oui, enfin bon, on attend un nouvel enfant, enfin voilà, c'est... Puis elle dit, oui, mais d'où vient cet enfant? Et puis la mère commence une explication genevoise, du genre, ben, le papa, la maman, tout proche, le baiser, la petite graine, comme tu vois ce miel qui est ici sur cette tartine, les abeilles, les fleurs, le pollen, enfin voilà. La petite fille coupe sa maman en disant, bon, écoute, arrête, tes explications sont complètement nulles, nous on a déjà eu des cours d'éducation sexuelle, on sait exactement, on a aussi la prévention sur les abus sexuels, tout ça on voit très bien, je te demande pas quelle position tu as adoptée avec papa pour concevoir ce nouvel enfant. Alors la maman transpire, il y a les gouttes de transpiration qui tombent sur la tartine de miel, et elle lui dit, mais qu'est-ce que tu veux savoir? Et la petite fille dit, avant d'être dans ton ventre, où est-ce que j'étais? Vous voyez la beauté de cette question? C'est-à-dire, avant d'être dans ton ventre, où est-ce que j'étais? Comme quand quelqu'un est mort, on dit aux enfants, son corps est en terre, son âme est au ciel, et puis les enfants disent, oui, ok, mais quand mon corps sera en terre et mon âme sera au ciel, moi, où est-ce que je serai? Et que ça, c'est effectivement une question très très troublante, et là les humoristes le reprennent à leur manière. Là c'est une petite bande dessinée. Dis maman, toi quand t'étais petite, t'étais dans mon ventre aussi. Donc, très bonne question sur l'origine posée par un enfant. Alors les problèmes des biotechnologies de la procréation, c'est qu'elles impliquent des disjonctions. C'est-à-dire tout ce que j'ai dit qui est séparé, origine, procréation, gestation, gestation, naissance, origine, filiation, ben effectivement, c'est clairement disjoint par des procréations médicalement assistées. C'est-à-dire qu'on sépare sexualité et procréation. On peut procréer sans passer par la sexualité. On sépare procréation et gestation. On peut passer par une gestation pour autrui, par une mère porteuse. On sépare origine et filiation, parce qu'on peut faire des dons de sperme, des dons d'ovules, des dons d'embryons, des doubles dons. Et puis, on peut encore créer une disjonction temporelle par la conservation des gamètes. On conserve les spermatozoïdes, on peut maintenant conserver les ovocytes, on peut conserver les embryons. Et depuis les congélateurs des centres de médecine de la reproduction, des maternités, bah, tous ces embryons congelés nous regardent, enfin, se demandent qu'est-ce qu'on va faire d'eux, hein.
C'est-à-dire que est-ce qu'on les détruit, est-ce qu'on les conserve, est-ce qu'on les implante? Enfin, il y a même des associations aux États-Unis qui s'appellent Snowflakes, comme les flocons de neige, qui mettent en adoption des embryons congelés parce qu'ils estiment de développer le droit des embryons à être utilisés une fois qu'ils ont été conçus. Donc, on est tous un peu dans l'état de ce plongeur, n'est-ce pas, saisi dans l'arrêt du temps et des disjonctions temporelles qu'implique la conservation des spermatozoïdes, des ovules, et également de l'embryon, du zygote, comme on dit en Suisse. Le zygote est les deux premières cellules au moment de la séparation. C'est-à-dire que c'est troublant, parce que si vous faites une procréation assistée, vous avez un enfant qui est issu de la procréation, puis un autre, plusieurs embryons qui sont congelés. Et quand vous voyez courir l'enfant, vous vous dites, oui, mais ces embryons surnuméraires, et après vous faites une deuxième fécondation avec un embryon surnuméraire congelé que vous implantez, ça donne un enfant charmant qui court dans la maison. Et alors vous dites, mais alors les autres qui sont là, il y a encore 5, 6, enfin, ça pose une question, vous voyez, un vertige de l'origine. De même, le fait de pouvoir conserver les ovocytes implique aujourd'hui l'idée que on conserve ces ovocytes de 20 ans et puis on les implante à 45 ans quand on a fait une brillante carrière à l'Institut du droit des enfants, quoi. Et que, au fond, parce que là, on va dire, non, mais vous pouvez pas procréer, maintenant il faudrait faire une thèse, il y a des travaux à réaliser, il y a l'enfance, la Bulgarie, il faut, bon, alors, au fond, donc, effectivement, la conservation, autoconservation ovocytaire est en débat actuellement en France, c'est-à-dire c'est un don temporel fait à soi-même, comme si on enlevait comme dans cette image, on enlevait les aiguilles d'une horloge, quoi. Hein. Et puis on peut même disjoindre le biologique et le social, on peut tout disjoindre. Hein. C'est-à-dire, si on se dit qu'on fait don de sperme, plus don d'ovules, plus gestation pour autrui, on a une disjonction totale. Les parents d'intention peuvent ne participer à aucune étape de la procréation et de la gestation. Peut-être ira-t-on demain vers le fait, on a eu des nourrices, de dire que, bon, maintenant, on s'occupe plus de ça, on va faire des enfants, mais on donne ça comme tâche à d'autres, ce qui pose la question du droit des enfants issus de ces techniques. En France, il y a tout le problème des enfants issus de gestation pour autrui en Californie. En Californie, c'est possible de le faire. Il y a toute une législation. Et en fait, il y a tout un débat en France. Là, j'ai pris dans Le Monde à l'époque récente, et le débat n'est pas fini. C'est pourtant simple. Le deuxième parent souhaite une adoption plénière par un droit légal, etc. Et la mère porteuse, et inversement par autrui. Et puis le petit fœtus dit, j'ai rien compris. Hein, j'ai rien compris de cette affaire-là. Peut-être qu'on va avoir une disjonction encore plus grande, c'est-à-dire entre promise par l'intelligence artificielle et le transhumanisme. Disjonction homme-machine, les cyborgs, les robots, tout un monde nouveau, finalement un retour à Pygmalion. Pygmalion qui rend vivante la fabrication qu'elle fait. Il y a quand même ce rêve qui est présent. Vous avez tous vu ce fameux robot qui s'appelle Sophia, qui a été constitué, qui a été même reçu à l'ONU et qui a fait un discours sur les femmes à l'ONU et qui a obtenu la nationalité de l'Arabie Saoudite. C'est une pure machine. Donc c'est la seule saoudienne non voilée. Donc c'est tout à fait particulier, elle conduit même une voiture, elle a le droit de conduire. Maintenant, voilà. Bref, donc ça rejoint le Pygmalion de Jean-Jacques Rousseau, n'est-ce pas? Galatée a été fabriquée par Pygmalion, et elle se touche et dit moi. En écho, Pygmalion s'écrie moi. Pygmalion lui dit, toi c'est moi, tout mon moi est en toi, je ne vis plus désormais qu'en toi. C'est-à-dire finalement une création artificielle de l'humain qui est quand même en perspective du transhumanisme, avec toute la question du statut du robot, du droit des robots, des devoirs des robots, des statuts des sex-beaux,
des robots sexuels. Enfin, il y a un monde qui est en train de se créer, dont j'ai pris une petite image ici en disant peut-être bientôt on va se retrouver les humains en train de mendier un monde de robots qui aura pris le pouvoir sur la planète et qui sera bien plus efficace que nous. Bref, les technologies de la procréation dévoilent un impossible à penser. Je crois que c'est ça, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à penser. C'est-à-dire qu'on bute sur des choses qu'on comprend pas, qui sont des butoirs de la pensée, disait Françoise Héritier, là où la pensée est achoppe. On n'arrive pas à penser certaines choses. Et butée logique, c'est bien ce terme logique, parce que c'est le logos qui est incapable de contenir les avancées des technologies. C'est pour ça qu'il y a un vertige éthique, une angoisse éthique. Et qu'effectivement, on ne peut pas penser, on ne peut pas énoncer certaines de ces avancées et qu'elles créent une dimension d'angoisse. Je crois que la source d'angoisse, par exemple, procréer dans les couples de femmes. Pourquoi pas? Ça se fait beaucoup. Au fond, ça institutionnalise la fabrication d'un enfant sans père. Qu'est-ce qu'un père? Donc le géniteur, le père de la loi, le père d'intention, les figures masculines, quel est le rôle de la différence des sexes dans le développement des enfants? Enfin, toutes ces questions, on doit les revisiter comme à neuf. La GPA fait on rend la mère incertaine. On est dans le monde du père incertain. Ça, tout le monde le sait. Le père, c'est celui de la femme dit, voilà, c'est ton père. Peut-être c'est le voisin du dessus, peut-être, voilà. Donc, mais en fait, le père est incertain. C'est pour ça que la fonction paternelle vient suppléer le père incertain. Or là, effectivement, la mère peut devenir incertaine. Il y a celle qui a donné le ventre, il y a celle qui a donné l'ovule. Et certains couples de femmes croisent le ventre et l'ovule. Ça crée des situations intéressantes dans le divorce, quoi. C'est-à-dire que à qui appartient l'enfant? Dans le monde génétique, c'est la mère à travers le fait que l'enfant est sorti de son ventre. Dans le monde, juridique. Et dans le monde génétique, on a tendance à dire non, c'est les gamètes. Donc, on fait des études sur la filiation génétique pour reconstituer. Donc tout ça est en train de bouger, de se mouvoir, de se transformer, et ces buts logiques sont liés au fait de l'irreprésentable de l'origine. C'est très difficile de se représenter ce que c'est que l'origine. L'irreprésentable du lien sexualité-procréation. L'irreprésentable aussi d'une question qui est beaucoup plus refoulée, qui est la question de la mort dans la procréation. C'est-à-dire la place de la mort dans la procréation. Quand on introduit un enfant à la vie, on l'introduit au risque de la mort. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. Platon, dans le banquet, fait parler Socrate, qui rapporte les propos de Diotime et qui dit « la procréation vise la part d'immortel dans le vivant mortel ». Et que finalement, il y a quelque chose de vivre au-delà de soi par le fait de procréer. Alors, les points d'angoisse, n'est-ce pas, les points de butée, ce qu'on n'arrive pas à penser, c'est bouché par des constructions fantasmatiques, par des constructions imaginaires. Et effectivement, le fantasme protège de l'angoisse, le fantasme génère l'angoisse. Il y a tout un lien entre les constructions imaginaires et le fantasme. Je passe vite pour pas non plus, mais je trouve que c'est un point très important à discuter, c'est-à-dire que le fantasme permet d'imaginer des nouvelles biotechnologies, des nouvelles technologies, par rapport à des scénarios qu'on construit. Également, les technologies vont introduire des nouveaux scénarios imaginaires. Effectivement, les biotechnologies viennent modifier la réalité, et à ce moment-là, il y a un lien entre le fantasme, les technologies de la réalité, et ce que j'appelle une spirale entre les biotechnologies, l'angoisse et la réalité qui, au fond, nous perturbe dans la clinique. Ça, c'est plutôt une préoccupation pour le clinicien, pour le pédopsychiatre. Quand il est face à des tableaux comme ça, il ne faut pas qu'il laisse voguer son imaginaire trop loin et qu'il se fie à la clinique, au cas par cas, et à ce que les sujets disent. Alors bon, c'est irreprésentable, il y a toutes sortes de manières de l'aborder.
là je fais juste une petite mention de l'artiste Prune Nourri, avec qui j'ai travaillé. Prune Nourri qui a créé à Genève un dîner procréatif auquel j'ai participé. Dîner procréatif pour, au fond, amener les gens à réaliser de quoi il s'agit. Donc il y avait un sperme bar où vous choisissiez le sperme d'architecte, sperme de banquier, sperme de médecin, de chauffeur de taxi. Enfin, vous choisissiez votre sperme, vous choisissiez votre ovule avec des gens qui préparaient une espèce de cocktail que vous buviez en apéritif. Ensuite, vous passiez un sas, on vous mettait une blouse verte, et puis ensuite on vous amène dans une pièce où vous êtes photographié comme ça de partout, avec une radiographie posée devant vous, et puis vous recevez des zygotes, des embryons. Alors un est aveugle, l'autre est trisomique, le troisième est sourd, le quatrième a un risque d'Alzheimer, et au fait vous devez choisir. Il n'y en a aucun qui a aucun problème, et au fond ça met les gens dans le vertige du choix prédictif, et pour comprendre qu'il y a quelque chose. Et Prune Nourri a ensuite travaillé, je l'ai choisi d'en parler parce que je trouve extraordinaire son travail. Elle a travaillé, Prune Nourri, qui est donc, quand elle est venue me voir pour le repas procréatif, elle avait 23 ans. Et au fond, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a, cette jeune femme, pour faire des trucs comme ça, quoi, hein? Donc, aussi bizarre. Moi, je faisais partie de l'œuvre. C'est-à-dire, je devais me lever puis faire un discours sur les procréations. Et puis après, il y avait un film sur une fille, sur un accouchement en Inde, qu'elle avait filmé dans un hôpital où il y avait une petite fille qui naissait. Et puis il y avait un certain flou sur le destin de cette petite fille, puisque l'Inde est un des pays où il y a une grande disproportion entre les garçons et les filles, la préférence des garçons. Et donc après ce travail, elle est partie en Inde faire tout un travail pour rendre conscient les gens de la sélection procréative garçon-fille, qui peut être prénatale aussi à travers des avortements, etc. Et qu'elle a mis sa thématique, c'est pourquoi les vaches sont sacrées et les petites filles pas. Donc elle a mis des hybrides, des vaches, des petites filles avec une tête de vache, accroupie ou debout, qu'elle a posé dans les rues des grandes capitales indiennes, et elle a filmé les réactions des gens et les discussions. Elle a fait aussi des grandes divinités. Enfin, c'est étonnant son travail qu'elle a réalisé avec des artisans sur place. Elle a fait de même en Chine, où elle a constitué les Terracotta Daughters, c'est-à-dire plein de petites filles, comme vous savez les soldats qui ont été trouvés de terre cuite. Elle a fait des petites filles qu'elle a pris dans une école. Elle a fait sculpter ces petites filles. Elle-même a sculpté un certain nombre de petites filles qui ont ensuite été reproduites. Et puis, ces petites filles ont été enterrées dans un lieu secret en Chine et seront déterrées en 2030, à l'époque où il y aura le plus de conséquences de la différence filles-garçons et de la sélection procréative en Chine. Donc, c'est une sorte de travail extraordinaire, à la fois artistique et politique, autour aussi du droit des enfants. C'est pour ça, voilà, j'ai écrit moi-même un livre avec Prune Nourri. J'ai écrit un livre sur les œuvres de Prune Nourri qui est paru aux éditions Actes Sud et qui vient de reparaître dans une nouvelle édition augmentée. Donc, d'où viennent les enfants? À chacun son explication, à chacun sa représentation, hein, sur le fait de savoir d'où viennent les enfants. J'ai pris Beckett dans Fin de partie, parce que Beckett, fin de partie, c'est le texte. Donc, pourquoi tu m'as fait? Dit le fils au père. Le père, je ne pouvais pas savoir. Le père, le fils, quoi? Qu'est-ce que tu pouvais pas savoir? Je pouvais pas savoir que c'était toi. Donc, fin de partie. Mais bon, toujours, c'est pas forcément si triste. L'enfant est un chercheur. L'enfant est un chercheur sur son origine. L'enfant dans l'adulte, c'est l'enfant qui recherche quelque chose sur son origine. Il cherche, il est perplexe. J'ai pris quelques dessins d'enfants. Vous voyez ici un enfant, cette petite fille qui est en fait perplexe. Enfin, elle est sans bras, elle est sans moyens. Elle a 4 ans devant sa maman qui semble porter un enfant à l'intérieur d'elle-même. Voilà un autre dessin d'enfant. Ici, c'est plus échevelé. Là, tout le monde sourit. Hein. Ensuite, il faut le sortir.
enfin, je pense que vous avez tous dans vos collections personnelles plein de dessins sur la question de savoir d'où viennent les enfants. Alors, d'où viennent les enfants? Effectivement, chacun a des théories qu'on appelle les théories sexuelles infantiles. Les théories sexuelles infantiles, c'est les théories des enfants sur leur origine. Vous remarquerez que si vous réfléchissez dans votre tête et vous cherchez les différentes théories qui ont été émises, eh bien, vous allez découvrir que les enfants imaginent tout, sauf les organes sexuels. Ça passe par l'oreille, par la bouche, ça sort par le nombril, ça sort par derrière. Tous les orifices sont présents, sauf les orifices sexuels. En plus, les enfants n'imaginent pas la sexualité des parents. Il y a un déni de la sexualité des parents. En plus, est-ce que c'est vraiment mes parents? Il y a des romans familiaux. On est le fils d'un prince, le fils de chacun imagine autre chose. Donc, finalement, fantasmatiquement, on est tous issus de procréation médicalement assistée. C'est le message que je pourrais vous donner, c'est-à-dire on est tous issus de procréation médicalement assistée, dans la mesure, peut-être aussi, c'est le paradoxe, que certaines réactions très affectives sur les procréations médicalement assistées, c'est que les procréations médicalement assistées, en court-circuitant concrètement le sexe dans la procréation, révèlent la place de la sexualité dans la procréation. Vous voyez, par un effet paradoxal de ce court-circuit. Vertige de la différence, ça c'est un sujet d'actualité. Donc, je vois que je parle depuis 44 minutes, 7 secondes. Donc, j'avais compté que c'était à peu près 1 heure la conférence, mais peut-être que vous avez envie d'aller procréer. Donc, je peux raccourcir à un certain moment. Oui, de l'apéro. Alors, vertige la différence. Effectivement, c'est le débat actuel. Couple de femmes, femmes seules, couple d'hommes, hommes seuls, aussi les transgenres, voire les asexuels, question contemporaine de la procréation médicalement assistée chez les gens qui disent « mais c'est quoi ce sport un peu obscur? Nous, on veut procréer, on s'aime, mais on veut pas de sexualité. » Et au fond, vous trouvez aujourd'hui toutes sortes de dimensions nouvelles qui effectivement touchent les points de butée que je vous ai désignés tout à l'heure, hein, c'est-à-dire créer ces points de butée, des conceptions sans père, des conceptions sans mère, la mère incertaine, des disjonctions temporelles. Je vous mets des petites discussions éthiques, c'est-à-dire une femme devenue homme, F2M, demande d'être reconnue comme mère en tant qu'homme. Hein, ça, c'est une petite dissertation pour les droits de l'enfant ou pour le comité d'éthique. Hein. Je vais vous me donner à la fin de la séance votre façon de... Vous voyez, quand vous allez à l'état civil en disant « Vous savez, moi je suis une femme qui est devenue homme, mais je veux être reconnue comme mère en tant qu'homme parce qu'en fait c'était mes ovules », l'officier d'état civil peut être pris d'un vertige sans avoir assisté à ma conférence ce soir. Ou bien M2F, c'est-à-dire un homme devenu femme qui revendique d'être reconnu comme père en tant que femme, comme le fameux Thomas Beatty qui avait défrayé la chronique, l'homme prégnant, vous voyez dans les journaux, cet homme avec un barbu et tout ça, avec un ventre de femme enceinte. Bon, dans tout ça, l'enfance nous regarde. Là, j'ai mis petite plaisanterie. Maintenant que tu es grand, tu as le droit de savoir que tu es issu d'une fécondation in vitro sur une mère porteuse ayant accouché sous X. Car depuis que la femme de papa est partie, quand elle a découvert qu'il était gay et que ton autre papa est venu habiter à la maison, papa a demandé à oncle Maurice de prêter une petite graine à ta maman biologique inconnue. Alors l'enfant... écoute cette description contemporaine, dit une graine de chou, en retrouvant des classiques. Là, c'est dans Charlie Hebdo, il y avait toute une bande dessinée qui était
j'ai photographié maladroitement, mais enfin on voit quand même, va vivre chez ta mère porteuse, n'est-ce pas? Nouveau conflit de couple. Hein, va vivre chez ta mère porteuse, avec l'enfant qui a les deux parents complètement révoltés, retourne dans ton utérus de location, n'est-ce pas? C'est des nouveaux conflits familiaux, va habiter chez ton donneur de sperme, ou bien ramasse ta five et tire-toi, hein. Ou bien prends les clés de ton éprouvette et fous-moi le camp. Va vivre chez ce couple de connards d'amis qui, avec leur premier enfant, nous ont donné envie d'en avoir un, nous aussi. Voilà, scène de la vie des enfants dans le monde des enfants issus de procréation assistée. Troisième vertige, après le vertige de l'origine, le vertige de la différence, le troisième vertige, c'est le vertige de la prédiction. Alors, ça, à mon avis, c'est très important d'en parler, en plus dans un climat de droit de l'enfant, parce que on va se trouver dans la situation d'un lien possible entre procréation et prédiction. Comme je le dis souvent dans les débats autour des demandes sociétales de procréation qui agitent beaucoup les mentalités, mariage pour tous, procréation pour toutes les femmes, etc. La vraie question sous-jacente, c'est le lien entre procréation et prédiction. C'est le fait de pouvoir prédire ce que l'enfant va être. Prédire s'il aura une maladie génétique monogénique, s'il sera porteur de gènes, prédire s'il aura des gènes dominants, des gènes récessifs, prédire s'il a des facteurs de risque pour les maladies très complexes, les maladies polygéniques. Et on va peut-être entrer dans un nouveau monde qui posera le problème du droit des enfants au hasard, quoi, à supporter le hasard de leur procréation, comme dans les histoires de Gattaca. Et au fond, j'aimerais vous rendre attentif à un paradoxe qui se présente, c'est-à-dire que pour le moment, les procréations par les couples de femmes, les femmes seules, les couples d'hommes, les hommes seuls, c'est les marginaux qui demandent des choses en fonction de leur choix sexuel. Or, ces procréations impliquent une technologisation de la procréation, une médicalisation. Donc, banalise la médicalisation de la procréation. Banalisant la médicalisation de la procréation, effectivement, les futurs marginaux, c'est les hétérosexuels qui, à Sion l'après-midi, peuvent procréer dans un hôtel ou même, il y a différents, bon bref, sans demander l'avis de la faculté de médecine, sans analyse du sperme, sans analyse des risques génomiques et des risques procréatifs. Et ça, je pense qu'au fond, il y a une transformation importante qui est en jeu et qui est, au fond, le débat sur les demandes sociétales, c'est l'arbre qui cache la vraie forêt, qui est celle du lien procréation-prédiction. Le droit à l'incertitude, le droit de ne pas savoir, le droit, enfin c'est une question super complexe, certainement, comme là je parle devant des surmois des droits des enfants, 3 là assis au premier rang, je traduis toujours en termes 4, 5, enfin voilà, ils sont nombreux. Alors là, il y a la question des screenings préconceptionnels. Donc, on verra ce que le comité d'éthique va dire demain. Mais l'idée est partagée au comité d'éthique parce que les généticiens disent, mais bon, il faut faire du diagnostic préconceptionnel. Parce que on peut protéger des enfants de maladies terribles, comme la thalassémie, l'hémophilie, de maladies monogéniques, la myopathie, la mucoviscidose, etc. Et on peut comprendre la logique des généticiens. Mais en même temps, le screening préconceptionnel cherche à procréer sans risque, ou choisir peut-être des nouveaux modes d'alliance en fonction des
des caractéristiques génétiques. Je veux dire, on dira, montre-moi ton génome. Vous avez 2 ou 3 rendez-vous, mais avant de conclure, parce que, bon, c'est le patrimoine génétique. Le patrimoine génétique, au fond, pourquoi pas? Il existe une tendance au patrimoine. Patrimoine familial, fortune, 2 terres qui sont proches dans des régions viticoles, montagnardes, spécialement riches en vins capiteux. On peut dire, la fille de tel et tel se met avec le fils, puis après on met toutes les terres ensemble, quoi. On peut chercher une particule, s'anoblir en épousant un comte, ou etc. Donc le patrimoine, ça existe. Et au fond, quel sera le destin de Roméo et Juliette à l'ère de la génomique? C'est-à-dire qu'il y a les Capulet et les Montaigu, et puis ils s'associent ensemble pour faire Roméo et Juliette, et puis leur destin est marqué par le malheur de leurs ascendants, la malédiction de leurs ascendants, ils meurent. Là, on peut avoir Roméo et Juliette à l'époque de la génomique. Peut-être que même les sites de rencontres et les systèmes de rencontres vont mettre en jeu cette question de la génomique. Et la dimension est majeure du point de vue du droit de ne pas savoir, du droit de ne pas choisir, du choix, parce qu'on est vraiment dans un monde très libéral du choix. Et quelle est la place du choix de ne pas choisir, de ne pas savoir? Et qu'au fond, on peut se dire que qu'il y a un risque du lien procréation-prédiction. C'est-à-dire que le fait de prédire peut faire qu'on a une stratification, une ségrégation entre eux et nous. Le système de santé tient sur la solidarité et la réciprocité. Qui tient à quoi? Qui tient à un non-savoir. C'est-à-dire que on ne sait pas et donc on est solidaire. Dès lors qu'on stratifie, on peut dire vous avez choisi. D'ailleurs, moi, j'avais participé au premier colloque, un colloque, pardon, pas le premier. Peut-être certains connaissent l'association des patients mucoviscidose adultes et des familles de mucoviscidose, fibrose kystique du pancréas. C'était juste au début du diagnostic prénatal de la mucoviscidose. Et c'est une réunion à Berne entre tous les Suisses allemands et tous les Suisses romands. Mon collègue Burgin, à l'époque, s'occupait du groupe des Suisses allemands et moi du groupe des Suisses romands. J'ai jamais eu une discussion comme ça dans ma vie, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait toutes sortes de patients atteints par la mucoviscidose ou à risque de la transmettre, qui discutaient ensemble en disant: est-ce qu'on a le droit de refuser le test? Est-ce qu'on a le droit de refuser l'interruption de grossesse si on a fait le test? Leur thématique, c'était la vie avec une mucoviscidose vaut-elle la peine d'être vécue? Ils avaient un badge, c'était marqué « Je tousse mais je ne mords pas ». Et à la fin, ils ont écrit au Conseil fédéral en disant qu'ils refusaient une pression sur ceux qui refusaient tout et qui voulaient procréer. Pourquoi c'est très difficile pour les familles qui ont un enfant avec une mucoviscidose? C'est que si ils décident de faire le test ou d'interrompre la grossesse, ils disent à l'enfant déjà là que si on avait su, il l'aurait pas gardé. Donc, et puis en même temps, un jeune disait à un autre: ah je suis bien content que ta mère n'ait pas avorté. Tu pourras lui dire que je suis bien content que ta mère n'ait pas avorté. Donc c'est un truc assez incroyable et que au fond là, il y a une dimension, comment est-ce qu'on pourrait dire, de droit potentiel à être malade aussi qui est présent, bon, qui des fois va très loin puisqu'il y a un débat éthique qui a été amorcé en 2002 lorsque 2 femmes sourdes ont procréé par procréation médicalement assistée en sélectionnant un sperme de sourd pour être sûr d'avoir un enfant sourd. Vous voyez, parce que des fois on pense que on fait de la prédiction pour voilà. Bref, vous avez compris que là il y a une certaine complication et qu'au fond il y a un paradoxe de la prédiction qui est quand même important à rappeler,
c'est que toute prédiction, inévitablement, dévoile aussi l'infini de ce qui ne peut pas être prédit. C'est ce que vous disent tous les gens à qui on prédit quelque chose, y compris des pires maladies comme la chorée de Huntington. Mais qu'est-ce qui va m'arriver avant ma chorée? Peut-être que je vais avoir un accident, peut-être que je vais vivre des choses extraordinaires. Voilà. Donc là, c'est vrai, il y a une dimension nouvelle, peut-être qui est déjà sûrement très travaillée, mais que je réalise en parlant devant cette noble assemblée de l'Institut des droits de l'enfant. Donc, il y a des surprises. Il y a des surprises, il y a des paradoxes, il y a de l'inattendu. Hein? Là, j'ai mis inattendu, vous voyez, les rois mages qui arrivent et un qui sort en disant « It's a girl ». Bon, toujours quelque chose de surprenant. Alors, quel devenir? Quel devenir? Oui, j'ai deux choses. J'ai envie de faire une anthologie de tous les modes de procréation dans les mythes et dans les religions. Bon, c'est une œuvre impossible, il faut... Et puis, l'autre envie, ce serait de prendre toutes les images qui ont été faites. Moi, j'ai une collection d'images qu'ont fait les humoristes, les gens. Celle-là, elle est géniale, hein, donc... Alors, quel devenir? Ben, il y a un devenir au-delà de la prédiction. Il y a un devenir au-delà de la procréation. C'est évident. C'est important de rappeler la place du devenir. Ne pas ramener l'enfant à ses conditions de procréation. Ça, c'est important dans la clinique. Le droit des enfants, c'est le droit d'être vu comme un enfant et de ne pas être vu par rapport au mode de procréation. C'est quand même un risque aussi dans notre clinique de psychiatrie d'enfants et d'adolescents, c'est d'être des spécialistes de la prédiction du passé. On dit, voilà, c'est un enfant adopté, c'est un enfant issu de procréation médicalement assistée. Il faut être alerté par ces dimensions, mais tourner vers l'avenir et de ne pas faire de l'origine un destin. Vous voyez, peut-être je termine là, hein. Je suis dans la conclusion rapide. Vous pouvez vraiment très vite aller procréer. Donc, ne pas faire de l'origine un destin. Pour moi, c'est une boussole. Boussole de la clinique, peut-être aussi boussole des droits des enfants dans la clinique. Ne pas faire de l'origine un destin. Et œuvrer pour ça. Œuvrer cliniquement, œuvrer socialement, œuvrer politiquement. Tout dépend de ce que l'enfant fera et pas de comment il a été fait. Je crois que ça, c'est, voilà, et c'est important, et que finalement, dans la clinique, parfois, la procréation médicalement assistée peut fonctionner comme un piège de la causalité, comme une causalité à tout faire, puis on imagine qu'au fond, il y a une continuité. Moi, je pense que si on veut réfléchir à l'éthique des procréations médicalement assistées par rapport aux 3 vertiges que j'ai désignés, il faudrait faire les assises du déterminisme. Et réfléchir au statut aujourd'hui, aux conceptions qu'on a du déterminisme. Est-ce qu'on est totalement déterminé ou est-ce qu'on n'est pas aussi un peu déterminé pour ne pas être totalement déterminé et capable d'être l'auteur et l'acteur de son devenir? Comme me disait une patiente atteinte d'une maladie génétique, avoir un enfant, est-ce que c'est quelque chose qui continue ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau qui commence? Je trouvais que cette question était merveilleuse. Vous voyez? C'est-à-dire qu'elle disait, est-ce que c'est continuité ou discontinuité? Il y a une logique de continuité déterministe avec la question génomique, avec les gènes et tout ça, avec le futur psychanalyste qui fera du DNA analysis, hein, c'est-à-dire qu'il est là en train de prendre des notes sur les bases thymine, adénine, guanine, cytosine, guanine. Mais voilà, la prédiction du passé, tout ce que j'ai dit. Et au fond, peut-être qu'on devrait passer à une logique de la réponse, c'est-à-dire faciliter dans notre travail clinique la réponse du sujet, la réponse de l'enfant, la réponse des parents. Réponse, c'est un mot qui va avec responsabilité. De sa position, chaque sujet est responsable. Et peut-être que le droit des enfants, c'est ouvrir à la réponse possible des sujets. C'est ça qu'ils puissent trouver une réponse possible, parce que souvent ils sont effectivement sur un tel poids de ce qui les détermine qu'il y a peu d'espace pour la réponse et qu'il faut des stratégies sociales, juridiques, politiques pour permettre une réponse, mais qu'au fond le sujet procède de la réponse et que ça c'est l'enjeu de la clinique. L'enjeu de la clinique, peut-être l'enjeu du droit des enfants, l'enjeu des entreprises humanistes, de l'ONU, de la Commission des droits de l'enfant, c'est de laisser l'espace
à une réponse possible des sujets, à la responsabilité du sujet, qui dépend bien sûr de la responsabilité collective, mais personne peut décider du bien de l'autre. Hein, le bien de l'autre, c'est à lui de le trouver. Donc l'enjeu de tout ça, c'est ouvrir l'avenir. Ouvrir l'avenir, c'est-à-dire permettre à l'enfant d'être l'acteur et l'auteur de son propre devenir. Ouvrir l'avenir, c'est un point très important. Donc je termine avec cette phrase de Valérie, qui est pour moi une boussole. J'écris d'ailleurs en ce moment un livre qui s'appelle La fabrication des enfants, qui était centré sur ces questions et ces vertiges, qui est publié chez Odile Jacob. Là, j'écris un livre que l'invention de soi, enfin, je vais voir le titre final que je lui donne, et sous l'exergue de Valérie, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je m'invente. Il y a toujours la place pour l'invention, et c'est cette place qui doit être défendue, que ce soit par le clinicien ou par ceux qui s'occupent du droit des enfants. Voilà. Voilà, il me revient le plaisir, je suis Daniel Stöcklin, professeur de sociologie, et j'ai le plaisir d'animer, de modérer l'échange avec la salle, ce qui est un plaisir et une tâche ardue après votre intervention brillante, magistrale, et qui nous a interrogés, fait rire aussi. Elle était vivante, et c'est peut-être le premier moment que je peux vous faire, mais alors j'essaie de regarder un peu mes notes pour retrouver un certain fil. Alors si vous êtes d'accord, pour démarrer l'échange avec la salle, je vais me permettre un petit commentaire, une petite réaction, et peut-être vous poser la première question. Donc votre conférence nous a donné le vertige au moins 3 fois sur l'origine, sur la différence et sur la prédiction. Vous avez parlé de perplexité, de points de butée, de choses qu'on n'arrive pas à se représenter, l'irreprésentable. Vous avez parlé de la stratification qui questionne justement la question du lien social, la question de la solidarité. Et ça questionne directement justement le sociologue que je suis, puisque justement vous l'avez très bien mentionné et évoqué, le lien social se fait sur de l'incertain. Et plus on peut prédire les choses, et plus la stratification va aller dans des directions qui peuvent être, disons, au profit de ceux qui ont un pouvoir différentiel de s'associer en fonction de leur accès à différentes choses. Notamment, la procréation médicalement assistée pourrait être un enjeu de prédiction, d'associations nouvelles, qui en fait donne un privilège à certains plus qu'à d'autres. On peut imaginer que des formes différentes de procréation médicalement assistée ne sont pas à la portée de tout le monde, et que, en quelque sorte, pour le dire simplement, les riches ont davantage de chances de se voir, disons, associés à travers la procréation à d'autres, et de faire des alliances qui seraient, en fait, qui pourraient conduire à un monde bipolaire en termes de classe sociale. On retrouverait Marx, mais en termes de personnalité, et pas en termes de possession uniquement. Mais votre conférence a aussi évoqué le transhumanisme, et de plus en plus d'auteurs parlent de cette idéologie, puisque c'est aussi une fiction, en quelque sorte. Des auteurs comme Yuval Noah Harari a développé, à travers ses ouvrages qui sont vendus à des millions d'exemplaires, Sapiens ou Homo Deus, ce sont des ouvrages magistraux aussi qui nous donnent le vertige, et dans lequel, dans notamment Homo Deus, où l'homme deviendrait l'égal de Dieu à travers les biotechnologies, en intégrant les sciences de l'informatique, Harari nous dit que les biologistes voient de plus en plus les humains comme des algorithmes. Et donc, si on peut manipuler des algorithmes, eh bien, vous voyez la conséquence vertigineuse de cette question. Est-ce qu'on pourrait nous manipuler totalement? Est-ce qu'on peut aussi créer des individus augmentés?
Et donc, peut-être que ce qui nous donne encore plus le vertige dans ces considérations, c'est peut-être, à mon avis, le fait qu'avec la modernité, on est dans une logique individualiste, et la logique de différence que vous avez explicitée, avec des couples qui se constituent de manière très différentielle, très individualisée en fait, très spécialisée en quelque sorte, est aussi une conséquence de la modernité, de l'individualisme, dans lequel finalement le libre choix est pensé comme une évidence, la théorie libérale du libre choix. Or, nous avons beaucoup de déterminisme quand même, mais ce vertige individualiste est peut-être encore augmenté, enfin, les vertiges que vous évoquez sont peut-être encore augmentés par le fait que ce sont les individus qui doivent se positionner individuellement, et que justement les grands récits, y compris mythologiques ou religieux, ne sont plus d'actualité. Chacun a une responsabilité de se positionner. Et donc ça donne encore plus le vertige, et donc il y a, je pense, une individualisation croissante qui va aussi se refléter dans les théories et dans les approches qu'on a par rapport à ces nouvelles pratiques. Et ces approches sont de plus en plus des explications individualisantes qui réduisent en quelque sorte le social à des choix personnels. Et on le voit aussi par le fait que les explications individualisantes sont beaucoup plus, disons, séduisantes. Elles ont plus le vent en poupe que les analyses systémiques. Alors, avec la montée concomitante des biotechnologies, on semble donc franchir un pas de plus dans une lecture génétique de l'identité. En quelque sorte, on pourrait dire justement, donne-moi ton ADN et je te dirai qui tu es. Alors, ma question est donc la suivante. Avec les biotechnologies qui accentuent encore l'individualisation, est-ce qu'on ne risque pas de voir finalement apparaître de nouvelles formes d'eugénisme ? Écoutez, j'apprécie beaucoup votre question parce que elle impliquerait une autre conférence. Enfin, j'ai parlé 1 heure 3 minutes et votre question a duré 6 minutes et elle contient beaucoup de points fondamentaux que je vais essayer de prendre au vol, parce qu'il me semble que ce serait un dialogue important à avoir, parce que au fond vous avez brossé une pensée sociologique ou anthropologique, sociale, pour toucher une question qui me préoccupe énormément et que j'ai de la peine à penser, c'est-à-dire le lien entre le plus intime et le plus collectif. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a une superposition de l'intime et du collectif. Et qu'au fond, c'est des revendications intimes qui deviennent des problèmes politiques qui peuvent faire prendre feu à la société. Moi, je ne sais pas si Macron va ouvrir ou pas le débat sur la procréation des femmes, n'est-ce pas? Parce que la dernière fois qu'un président l'a fait, il y avait des millions de gens dans la rue, quoi. En France, avec la manif pour tous, qui s'est opposée au mariage pour tous, avec des prises de position de religieux, mais pas d'évêques, de conférences. Voilà. Donc, il y a, au fond, on touche à quelque chose qu'on doit pouvoir penser et que vous en donnez, me semble-t-il. On va peut-être pas monopoliser les choses, mais vous en donnez des éléments. Je trouve que votre façon de poser la question de systémique, individuel, politique, individuel, sociétal, individuel, rejoint aussi ce que était la préoccupation de Freud dans la psychanalyse, c'est-à-dire le fait qu'il y a une fameuse phrase où il dit « toute psychologie individuelle est aussi en même temps et simultanément une psychologie collective ». Et que, à l'intersection de l'individuel et collectif, vous mettez la question du choix. Hein, c'est la revendication du choix. Et comme je l'ai dit vite en passant, se pose la question de la possibilité du choix de pas choisir. Je suis pas très au clair encore là-dessus, mais c'est-à-dire, est-ce qu'on va supporter que quelqu'un
remettent à des instances ou disent qu'ils ne veulent pas choisir. On connaît en clinique, des gens ne veulent pas connaître le sexe de l'enfant en prénatal. Enfin, ça va réouvrir la place du non-savoir et de l'incertain dans le monde contemporain. Alors effectivement, vous avez pointé le fait que cette volonté de savoir, de choisir, va avec un modèle libéraliste, extrême, qui essaye de réordonner la société depuis les performances individuelles jusqu'à des performances d'hommes augmentés, qui peut-être, je sais pas, bon, tous des hommes augmentés d'une certaine manière. Moi, j'ai des lunettes, c'est un mode d'augmentation, mais peut-être je pourrais dire, je désire ne pas avoir de lunettes, je désire pas entendre. Quand quelqu'un est âgé, on fait beaucoup de publicité sur les systèmes auditifs, n'est-ce pas? Je sais pas, il y a toute cette idée qui participe et qui enlève, sous prétexte du choix individuel, enlève la possibilité de choix. Il y a une espèce de paradoxe du choix. Et également, comme vous l'avez dit, le rapport à l'incertitude. C'est-à-dire, quelle est la place de l'incertitude dans un monde qui veut des paradigmes, des algorithmes qui, au fond, l'incertitude revient tout le temps. Comité d'éthique, discussion classique de comité d'éthique, autre dissertation, les voitures dirigées, n'est-ce pas, qui a un programme. Donc, si vous avez des gens qui traversent la rue, une personne, et que vous devez freiner brutalement, mais qu'il y a 4 personnes dans la voiture, eh ben, vous allez calculer l'algorithme pour dire que c'est mieux de tuer la personne qui est dans la rue que de tuer les 4 personnes qui sont dans la voiture. Donc, vous voyez, donc après, qui est responsable? Est-ce que c'est le fabricant de la voiture, le fabricant de l'algorithme, le conducteur qui ne conduisait pas, la personne qui traversait là où il fallait pas traverser, ou les 4 idiots qui étaient dans cette voiture au lieu d'être en train de boire un apéritif à l'Institut du droit des enfants. Bon, oui. Tout à fait, merci beaucoup. Donc nous sommes les deux avec un micro et nous sommes des hommes augmentés. C'est le moment d'augmenter le volume de la salle. Donc la parole est à la salle. Je la cède à qui veut la prendre pour une question. Peut-être là-bas, monsieur. Oui, juste une question. Vous avez dit que l'enfant, dans son enfance, il commence à se poser des questions sur d'où il vient en fait. Du coup, ma première question c'est à quel âge il commence à se poser ces questions-là. Et puis la deuxième question c'est comment on pourrait lui expliquer que il aurait 2 mères ou bien 2 pères ou bien qu'on sache pas vraiment qui est son père ou qui est son père pour les dons d'ovules ou bien dons de sperme et des trucs comme ça. Oui, donc l'enfant devrait rester vivant dans l'adulte et on devrait toujours avoir ces questions. C'est vrai que l'âge où l'enfant pose beaucoup ces questions, c'est l'âge au fond de 3 à 6, 7 ans, enfin c'est autour de 4, 5 ans, c'est l'enfant chercheur. C'est cette créativité des enfants qui ont cette interrogation. Certains gardent ces interrogations, parfois les réponses données par la société, par l'école, viennent tuer les questions, viennent écraser les questions. Je crois que c'est important de garder ces questions ouvertes. C'est cette figure de l'enfant chercheur qui est au cœur de la clinique avec l'enfant et qui est très très présente. Vous prenez un enfant, il a plein de questions, d'interrogations. Malheureusement, on peut se dire dans l'éducation, enfin, comment laisser une place à ces questions sans que les réponses qu'on fait viennent décourager les enfants dans leurs questions, quoi. C'est un peu toute cette période de créativité de l'enfant qui est quand même très présente. Je sais pas, 3, 4, 5 ans, très très présente. Comme d'ailleurs dans le dessin, vous donnez une feuille à un enfant de cet âge-là, tout de suite il commence à dessiner, c'est surprenant, c'est immédiat, il est connecté à quelque chose de mystérieux. Pour ça, enfant chercheur, enfant créatif, enfant créateur, et puis quelques années plus tard, vous lui mettez une feuille, et puis ce qu'il peut faire, c'est imiter un pot de fleurs, et voilà, il est pris dans quelque chose qui est beaucoup plus figé. Alors bon, après, l'enjeu c'est que l'enfant dans l'adulte reste présent. Peut-être que les chercheurs très créatifs sont des enfants
dans leur interrogation. Freud a écrit sur Léonard de Vinci un très joli texte qui s'appelle Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, où il montre le rôle de l'enfant, et c'est là qu'il parle de l'enfant chercheur, qui est présent dans cette quête extraordinaire de Léonard de Vinci, dans sa créativité scientifique. Il y a quelque chose de l'enfant dans le chercheur créatif. Ça, c'est donc la réponse. La deuxième, c'est que je répondrais paradoxalement. C'est-à-dire, je pense qu'il faut être attentif à la façon dont l'enfant, lui, fabrique ses propres explications. C'est les couples que j'ai vus, homosexuels, femmes, ou même hommes, et tout ça, ils se posent énormément de questions sur ce que vivent les enfants dans ce type de situation. Et en fait, paradoxalement, ils sont tout le temps à l'œuvre de qu'est-ce que c'est que la place, la différence des sexes dans la filiation. Souvent, il y a quand même des personnages autour. Peut-être qu'on vient vers une reconfiguration anthropologique de la famille. Vous voyez, c'est à une époque, il y avait le rôle de l'oncle maternel, les filiations avinculaires. Peut-être qu'on va rebasculer vers d'autres filiations. On est un peu pauvre en filiation actuellement parce qu'il y a une superposition très grande entre la filiation biologique et la filiation sociale, voire la filiation juridique. Bon, qui est plus libre d'ailleurs, la filiation juridique, que la filiation biologique. Mais enfin, vous voyez, donc peut-être qu'on va venir vers d'autres modes de filiation. Moi, j'ai rencontré une association de gynécologues madrilènes homosexuels qui s'appelle maintenant je crois qu'ils n'existent plus, mais ils s'appelaient les moutons roses pour pas les voir comme des moutons noirs, et qui eux avaient créé un statut presque de nourrice de la mère porteuse qui faisait partie de leur constellation de vie. Donc voilà, donc pour dire que c'est pas simple, je réponds pas que c'est simple, mais que c'est des gens qui ont une certaine difficulté eux-mêmes à se demander comment ils vont se débrouiller avec ça, alors que pour l'enfant, ça va plus facilement pour lui, parce que c'est ce qu'il trouve en naissant. Par contre, quand l'enfant entre dans la société, beaucoup souffrent d'une intolérance de la société par rapport à ça. C'est-à-dire, quand on leur demande, au fond, on est plein comment est-ce qu'on appelle ça, de schémas sur la filiation, a priori, et que quand les gens sont un peu à côté, ils peuvent avoir une grande souffrance. J'ai eu un cas il y a très longtemps, peut-être que c'est pas quelqu'un d'ici, mais après on sait plus après très longtemps, une petite fille adorable, formidable, dont le père a décidé de devenir une femme. Donc il a fait des opérations transgenres. Elle vivait cette transformation. À l'école, elle tombe sur une maîtresse progressiste qui dit oui, bon, on en a marre des mères, peut-être qu'il faut quand même qu'on demande qu'est-ce que font les pères, alors vous allez amener vos pères à l'école. Donc comme ça, ils pourront parler de leur métier, les pères à l'école. Alors tout le monde dit, voilà, mon père il est médecin, mon père il est chauffeur de bus, mon père il est je sais pas quoi et je sais pas quoi. Et elle dit, à 6 ans, mon père il fait la femme. Alors là, la maîtresse était un peu ébranlée, elle a pris la petite fille à part, et puis elle l'a amenée chez le psychologue de l'école, et puis le psychologue a parlé à la petite fille, et puis elle dit, mais tout bon, vous avez fait discuter ce qu'elle vivait, et puis il lui dit, entre autres, une question qu'elle m'a relatée quand elle me l'a adressée comme en urgence, en disant, et toi, tu voudras faire quoi quand tu seras grande? Elle a dit, moi, je veux devenir un homme. Alors, bon, ce que je réponds un peu avec humour, c'est pour dire que les enfants, ils ont leur propre réponse, ils ont leur propre représentation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est avant de leur donner des explications, il faut savoir les questions qui se posent. Et il faut brancher les explications sur les questions qui se posent. Par contre, il y a un travail majeur, c'est la pression de la société sur les gens qui font ce type de choix. Et je me demande comment ça va se passer si la France, par exemple, ouvre à la procréation par les femmes seules et les couples de femmes. Comment
comment ça va être relayé dans la conception de l'éducation nationale, de l'accueil de ces enfants. Parce que moi, alors, j'en ai vu qui souffraient plutôt de l'école, des camarades, et qui, au fond, les stigmatisaient autour de ça, et qui avaient énormément de peine à expliquer qu'ils avaient 2 mamans à la maison, qu'il y avait 2 femmes, et tout ça. Y compris ceux où la femme devient homosexuelle, ou bien le père devient homosexuel, et puis qu'ensuite il y a un autre couple. Enfin, déjà, je crois que on est très normatif, et on n'est peut-être pas dans une, même si on est une société qui admet le choix individuel, mais peut-être vous disiez ça différemment, on n'est pas facilement prêt à admettre, de poser des questions ouvertes, même comme pédopsychiatre. On pourrait dire comme pédopsychiatre, qu'est-ce que fait ton père, qu'est-ce que fait ta mère, qui ne serait pas une question ouverte pour contenir qu'il y a peut-être pas de père et peut-être qu'il n'y a pas de mère. Alors, il y avait une main qui se levait là-bas. Comme il est tard, on a peut-être le temps encore pour 1 voire 2 questions. Je vous apporte le micro. Je m'excuse, mais on a beaucoup parlé en fait de cette question du vertige qui revenait très souvent à propos de ces possibilités biotechnologiques. Mais la question que je me pose, c'est si on se met dans la peau d'un roman d'anticipation, d'ici une centaine d'années, par exemple, il y a des chances que ça soit une utopie, mais il y a des chances aussi que si on laisse la porte ouverte, ce soit une claire dystopie. Et puis, je me pose la question par rapport à justement cette invocation d'un vertige ou d'une créativité ou d'une responsabilité individuelle. Comment est-ce qu'on pourrait être d'une certaine manière crédible en donnant une réponse, enfin en invoquant une réponse qui est de l'ordre de l'émotionnel face à des questions qui sont d'une telle importance, parce que... Attendez, vous dites c'est très important votre question. Elle est excellente. Mais vous, à la fin, j'ai pas bien compris. Vous dites ne pas laisser la place à l'émotionnel ou laisser la place à l'émotionnel? Non, comment est-ce qu'on pourrait répondre justement à notre responsabilité en disant que c'était en répondant par l'émotionnel, par le vertige? Est-ce qu'on ne devrait pas se contenter plutôt d'un doute méthodique d'une certaine manière quand... Oui, non. Mais bon, oui, bien sûr. Enfin, quand j'ai dit vertige, c'est pour essayer de donner une expression qu'on manque de représentation. Dire qu'on manque de représentation, c'est dire aussi qu'on doit aller à la recherche de ces représentations, en se sourçant sur ce que vivent ces enfants, sur ce que vivent ces familles. Quand je disais tout au début, le monde de la procréation change plus vite que notre capacité à le suivre, c'est de dire qu'on doit essayer de suivre ce qui est en train de changer. C'est-à-dire qu'on doit aussi l'explorer, faire des recherches, se demander ce qui est en train de se passer, quelles sont les conséquences qui vont résulter, se sourcer à ce que vivent les enfants, également les géniteurs, enfin, qui sont pris dans ces stratégies, parce que des fois eux-mêmes vivent quelque chose de difficile. Donc effectivement, quand je parle des vertiges, c'est pour dire qu'il y a ce décalage où on n'a pas la représentation, et qu'on manque de représentation, c'est pour dire aussi qu'on doit aller les chercher, ces représentations, les construire, et donc s'interroger. Après, je profite de placer une remarque, c'est-à-dire tout ça du point de vue sociétal, c'est la question de savoir si ce qui est possible doit être fait, quoi. Alors peut-être qu'on peut se dire que tout ce qui est possible finira par être fait. Mais en tout cas, ça pose le rapport à la société, à la loi, par rapport au possible. Est-ce que le possible doit devenir un droit? Alors, il faut l'explorer. Quand je dis vertige, c'est pas pour dire rester sidéré au bord du gouffre, c'est aller l'explorer. Il y a une question ici, et puis une dernière qui sera celle de Philippe Jaffé, donc Özlem. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors moi j'ai une question qui est peut-être plus une inquiétude. Est-ce que vous craignez pas que finalement les biotechnologies nous fassent basculer à un moment donné vers une société eugéniste? Et ce change-là à Habermas qui parlait d'eugénisme libéral. Oui, donc j'ai pas répondu à la chute de l'exposé
initiale sur l'eugénisme, et maintenant vous me reposez la question de l'eugénisme. Je pense que parfois, oui, c'est vrai, Habermas et cette question de l'eugénisme libéral, comme il dit, c'est très important, on déplace le curseur, on s'habitue. Hein. Je pense que le terme eugénisme me fait peur, personnellement, c'est-à-dire dès qu'on l'utilise, on a des représentations tellement fortes qui viennent avec ce terme qu'on n'arrive plus à penser, parce qu'il y a eu des stratégies politiques, sociétales, extraordinairement violentes qui ont procédé de ces stratégies d'amélioration de l'espèce et de choses comme ça. Donc c'est vrai que le mot eugénisme plombe un peu le débat, à moins de le construire philosophiquement comme Habermas a pu le faire et lui donner une actualité. Donc moi je dis plus effectivement que peut-être ça rejoint votre remarque, c'est-à-dire qu'il y a le curseur entre l'individuel et le collectif qui est très compliqué à définir dans toutes les stratégies qui mettent en jeu la prédiction. Hein, c'est-à-dire, pour certains, pouvoir prédire une maladie génétique et éviter qu'une famille souffre et qu'un enfant souffre d'une situation majeure, c'est compréhensible. De l'autre côté, que certains refusent que ces démarches soient entreprises, parce que il y a un des patients avec mucoviscidose, qui est quand même pas une maladie qui ferait partie de la liste, mais enfin, mucoviscidose disait, ben nous, on vit moins longtemps, on a des risques vitaux, mais on sait ce que c'est que la vie. Pendant que les autres se consacrent à chercher dans des illusions du succès, de la fortune, et tout ça, nous, on sait jouer de l'instant, vivre l'instant présent. Et je comprenais bien ce qui était dit. Enfin bon, et je crois que là, effectivement, d'avoir une universalisation de décision pose des questions très compliquées du point de vue individuel. En même temps, voilà, je pense que c'est pour ça qu'il a terminé sa remarque par l'eugénisme et que moi j'ai esquivé. Et que vous, juste avant l'apéritif, paf, vous me renvoyez l'eugénisme, qui est effectivement un thème qui doit être abordé autour de ces questions. Alors, juste avant l'apéritif, effectivement, encore une dernière question. Oui, elle sera rapide. Merci pour cette conférence qui m'a tellement ouvert de voies de pensée que ça va me prendre quelques jours pour qu'elle sédimente. Hein. Mais je voulais aussi te remercier d'une certaine manière pour m'avoir rassuré. Parce que ton allusion au fait que même les spécialistes de la procréation médicalement assistée sont là à se poser des questions sur cette étincelle qu'on n'arrive pas à cerner, dont on n'arrive pas à capter la naissance d'une certaine manière, ou sa brillance, ou son mode d'étinceler, au fond est très rassurant. Ma question est un peu liée à celle-là. Est-ce qu'il faut vraiment essayer d'imaginer de réinjecter du hasard? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que même ces deux parents sourds, qui auront peut-être réussi à avoir l'enfant sourd désiré, quand ils verront passer cet enfant, garçon ou fille sourd, ils se diront, mais pourquoi lui? Pourquoi celui-là? Pourquoi pas un autre? C'est très juste que de toute façon, la prédiction, comme je l'ai mis rapidement, dévoile l'infini de ce qui peut pas être prédit. Et puis que ça pose la question de la contingence dans la vie. Quand on fera une fois les assises du déterminisme, je l'ai proposé beaucoup autour du comité d'éthique en disant, mais tous les gens qui sont là dans le comité d'éthique, juristes, généticiens, philosophes et tout, devraient aussi exprimer leur vision du déterminisme. Et au fond, ça pose la question de la place de la contingence, la place du hasard dont on se saisit. D'ailleurs, le livre avec Prune Nourrie, on a décidé finalement de l'appeler. Donc elle m'a donné toutes les images de ses œuvres et puis elle m'a dit faites un texte. Moi, j'ai pas voulu faire une illustration, j'ai fait un texte et puis les éditions Actes Sud ont mêlé les œuvres et le texte, quoi. C'est pas, mais enfin, et finalement, on l'a appelé Serendipity.
Serendipity, c'est le fait que des fois on trouve autre chose que ce qu'on cherche, et qu'il y a quelque chose qui nous surprend, et qu'il s'agit de se saisir de cette contingence, de se saisir de cette surprise. Alors, le problème, c'est la place de la contingence dans la procréation. Parce qu'on fait toujours, vous parliez du doute méthodique, il y a un autre point philosophique important, c'est les paradoxes des futurs contingents, qui est central. C'est-à-dire, ça aurait pu être un autre spermatozoïde, ça aurait pu être un autre ovule, ça pourrait être une autre femme, un autre homme, une autre maman, etc. Ça veut dire que la procréation, elle est purement contingente. Mais une fois qu'elle a eu lieu, le contingent devient du nécessaire par effet de rétroaction. On peut plus le défaire. Et d'ailleurs, c'est un problème de droit des enfants, parce que certains parents disent c'est moi qui l'ai fait, donc j'aurais pu ne pas le faire. Si je l'avais pas fait, il serait pas là, donc il m'appartient. Alors que nous, on dit non, c'est un sujet à part entière, un sujet de droit, il appartient au monde, il appartient à son devenir. Et au fond, cet élément de mettre ensemble le contingent et le nécessaire, il est très important donc finalement, la grande loi de l'univers, c'est la contingence plutôt que la nécessité. Et il y en a plein partout, et c'est pas par les petits bouts de nécessité qu'on arrive à attraper qu'on pensera à la contingence. À chacun de se servir de la contingence au mieux. Voilà, chers collègues, mesdames, messieurs, merci beaucoup.